Paragraphe 2. Les formes des autorisations d'urbanisme. Paragraphe 2. Les formes des autorisations d'urbanisme. On a déjà dit que l'un des objectifs de la réforme des autorisations d'urbanisme était de clarifier et de stabiliser les autorisations d'urbanisme. La clarification des autorisations est notamment venue par une fixation très claire des délais d'instruction. Ces délais d'instruction posaient de gros problèmes avant la réforme en termes de sécurité juridique. En effet, les communes se permettaient de mettre des longs temps à répondre à un permis de construire, ce qui était contraire à l'investissement familial ou des promoteurs dans la construction. Dans une période de crise du logement, il fallait remédier à ce défaut. Cette sécurisation des délais d'urbanisme est passée par l'utilisation de délais de droit commun, auxquels s'ajoutent des délais dans des cas particuliers, très nombreux malheureusement, mais dans des cas particuliers. À l'issue de ces deux délais, délais de droit commun plus ajout de délais particuliers, eh bien, comme classiquement en droit de l'urbanisme, qui a anticipé sur ce point le droit administratif général, le permis était accordé tacitement. Cela s'est doublé d'un développement aussi de l'administration électronique et d'échanges par courriel pour faciliter les éventuelles demandes de pièces complémentaires qui permettent de rendre encore plus rapides ces octrois de permis de construire en n'attendant pas des délais postaux ou des délais de dépôt de documents en plus. Voyons comment ces procédures se passent. Grand A, la demande de permis ou la déclaration préalable. Grand A, la demande de permis ou la déclaration préalable. Lorsqu'ils sont requis, les permis doivent être accordés avant tout commencement d'exécution. Cela est vrai même si des régularisations sont possibles dans le texte du Code de l'urbanisme et par la jurisprudence. Le droit pénal d'ailleurs ne s'y trompe pas puisqu'il estime l'infraction constituée malgré l'existence d'une possible régularisation. C'est ce qu'il dit dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 2 octobre 1981. Alors, il faut que nous voyions ces différentes étapes de la demande de permis ou de la déclaration préalable. Petit 1, les demandeurs. Petit 1, les demandeurs. Les demandeurs ont fait l'objet d'un régime unifié pour toutes les autorisations en 2007. C'est l'article R 423.1 du Code de l'urbanisme qui est l'exemple de cette belle simplification issue de la réforme. Il détermine en effet les personnes susceptibles de demander une autorisation d'urbanisme sans aucune différence selon que l'autorisation est un permis de construire, un permis d'aménager, de démolir ou une déclaration préalable. Alors qui sont ces demandeurs ? Ces demandeurs, c'est le propriétaire avant tout. Lorsque les propriétaires sont multiples, eh bien, ils peuvent demander ensemble le permis ou faire ensemble la déclaration. L'administration exerce un contrôle très faible sur la réalité du titre de propriété. Elle ne demande pas des dizaines de preuves et ne contrôle pas, elle se fie en réalité à ce qu'on lui dit. Alors, que se passe-t-il lorsque certains demandent un permis alors qu'ils ne sont pas propriétaires ? Le droit va considérer que cela peut être assimilé à une fraude. L'arrêt important en la matière est l'arrêt du 15 février 2012 du Conseil d'État, Madame Quenesson. Conseil d'État, 15 février 2012, Madame Quenesson, QUE, 2NE, 2SON, QUE, 2NE, 2SON, numéro 333 631. Dans cet arrêt, le Conseil a précisé, et il l'a répété à de nombreuses reprises, que la demande n'était pas légale si l'attestation demandée pour pouvoir demander le permis, la preuve que vous êtes propriétaire, avait été obtenue par fraude. La notion de fraude a dû être précisée. Le Conseil d'État a ainsi qualifié de fraude toute manœuvre induisant une erreur. C'est ce qu'il a dit dans un arrêt du 6 décembre 2013, Bannereau et autres. Conseil d'État, 6 décembre 2013, Bannereau et autres, numéro 354-703. La fraude est aussi avérée quand le demandeur se prévaut d'une promesse de vente qui est caduque. Et quand les demandeurs disent être propriétaires alors qu'ils n'ont signé qu'une promesse unilatérale d'achat. Dans toutes ces hypothèses, il y a fraude
Et l'administration a ainsi l'obligation de s'opposer à la déclaration préalable ou de refuser le permis en se fondant sur ce motif. Ils disent il y a fraude dans la demande, je refuse ou je m'oppose. Voilà. C'est ce que nous dit un arrêt du Conseil d'État sur cette obligation de s'opposer. Conseil d'État, 23 mars 2015, monsieur et madame Loubier, L-O-U-B-I-E-R. Conseil d'État, 23 mars 2015, monsieur et madame Loubier, L-O-U-B-I-E-R, numéro 348-261. Alors, est-ce qu'il n'y a que le propriétaire qui peut le demander? Pas tout à fait. Il y a aussi les mandataires ou les personnes qui attestent pouvoir le faire. À quoi pense-t-on? Il faut reconnaître que la plupart du temps, les permis ne sont pas demandés directement par le propriétaire. La plupart du temps, c'est l'architecte ou un maître d'ouvrage délégué qui va déposer le permis ou la déclaration à la commune. Lorsque les travaux sont peu importants, ça va être l'entrepreneur. Les travaux peu importants ne nécessitant pas d'architecte. L'entrepreneur est souvent accepté dans la pratique comme celui qui peut déposer un permis, même s'il ne bénéficie pas formellement d'une lettre disant qu'il est votre mandataire. Vous, en tant que mandant, en tant que propriétaire, vous n'avez pas nécessairement à faire cette lettre. Le plus souvent, malgré tout, lorsque les travaux sont un peu importants, au-delà de 150 m², ou une augmentation d'un bâtiment existant au-delà de 150 m², c'est l'architecte qui va être compétent et son contrat d'architecte contient la plupart du temps le mandat pour déposer les permis en votre nom et pour votre compte. C'est aussi le cas de n'importe quelle personne qui bénéficierait d'un véritable mandat au sens de l'article 1984 du Code civil, c'est-à-dire la possibilité d'agir en votre nom et pour votre compte. Le mandat, vous le savez, porte un autre nom, c'est la procuration. Et donc avec une procuration, quelqu'un peut aller déposer un permis pour quelqu'un d'autre. Il y a cependant 3 situations particulières. D'abord celle des co-indivisaires, en cas d'indivision de propriété sur le terrain. Prenons l'hypothèse de frères et sœurs après une succession. L'article R423.1 du Code de l'urbanisme prévoit que n'importe lequel des co-indivisaires peut poser le permis. S'il y a des accords en réalité derrière et qu'un co-indivisaire l'a demandé sans l'accord des autres, il peut y avoir une action civile entre eux, mais le droit de l'urbanisme ne veut pas s'y intéresser. Pour ce qui concerne les copropriétés, le Conseil d'État a précisé que la délibération de la copropriété qui autorise les travaux peut indiquer qu'un des copropriétaires peut demander le permis. À défaut de cette précision dans la délibération, c'est le syndic de l'immeuble qui est le seul habilité à déposer un permis au nom et pour le compte de l'ensemble de la copropriété. C'est ce qu'a dit un arrêt du Conseil d'État du 11 février 2015, Conseil d'État 11 février 2015, syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon. Syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon, Conseil d'État 11 février 2015, numéro 366-296. Enfin, les personnes ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique peuvent aussi demander le permis. De quoi s'agit-il? Principalement, cette exception vise les concessionnaires de services publics ou les titulaires d'une concession d'aménagement. Pour ces gros contrats permettant des grosses opérations immobilières, eh bien, l'aménageur, comme on l'appelle, va pouvoir demander les permis alors il sait très bien que c'est quelqu'un d'autre qui va construire. Mais comme il bénéficie de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique, on sait que c'est une grosse opération d'utilité publique et l'aménageur, dans ce cas-là, va servir de coordonnateur de tous les travaux dans le quartier. Il va donc, par exception, avoir le droit de demander un permis de construire alors qu'il n'est pas nécessairement propriétaire du terrain sur lequel on va construire. Petit 2, passons de l'autre côté du permis. Les personnes accordant les permis ou ne s'opposant pas aux déclarations préalables. Petit 2, les personnes accordant les permis ou ne s'opposant pas aux déclarations préalables. Depuis que la décentralisation a marqué le droit de l'urbanisme, les personnes compétentes par principe sont les collectivités territoriales. Et au premier rang de celle-ci, la commune. L'article L422.1 distingue 2 cas. Son A pose le principe d'une compétence du maire dans les communes qui sont dotées d'un PLU ou d'un document en tenant lieu, c'est-à-dire une carte communale ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
le B du même article L 422-1 prévoit que dans les autres communes, la compétence en matière d'octroi de permis revient à l'État. Attention, cependant, il ne faut pas voir l'État comme le président de la République. Les textes réglementaires précisent que la compétence de droit commun est celle du maire. Ah, et oui, il faut donc distinguer les hypothèses dans lesquelles la commune a un PLU ou un document en temps lieu, et c'est le maire qui va donner le permis, par principe, en tant que représentant de la commune. Et les hypothèses dans lesquelles la commune est soumise au RNU, auquel cas c'est le maire qui va accorder le permis, mais non pas en tant que représentant de la commune, en tant que représentant de l'État, en tant qu'autorité déconcentrée et non pas décentralisée. À cela s'ajoutent d'autres exceptions dans lesquelles c'est l'État qui va être compétente à la place du maire. Ça va être le cas des permis dans les sociétés d'HLM, les permis pour les sociétés d'HLM. Et plus généralement, des permis pour les logements à vocation sociale. Ça va aussi être le cas lorsque on accorde le permis à un État étranger ou à une organisation internationale. Là encore, c'est l'État qui va accorder directement le permis et non le maire de la commune. C'est aussi le cas pour les unités de stockage et de production d'énergie et les unités de stockage des déchets. Enfin, on l'a vu lorsqu'on a fait la première partie de ce cours, c'est l'État qui accorde les permis dans le cadre des opérations d'intérêt national. Alors qu'en est-il des établissements publics de coopération intercommunale? Eh bien, ils peuvent aussi se voir transférer le permis. Et de plus en plus, les communes transfèrent à l'intercommunalité le permis. C'est d'autant plus intéressant que l'intercommunalité est aussi le porteur du PLUI. Alors certaines communes qui n'avaient pas de PLUI ou pas de carte communale, des petits villages, se trouvent en ce moment soumis à un PLUI qu'ils n'ont pas beaucoup rédigé et pour lesquels personne à la commune n'a de compétence. Il y a une secrétaire de mairie. Et le maire n'est pas spécialement compétent en matière d'urbanisme. Dans ces cas-là, il peut y avoir un transfert des différentes petites communes à l'EPCI pour non seulement gérer le PLUI, mais en plus de cela, accorder les permis. Deux choses s'y opposent un peu, deux éléments ne favorisent pas ces situations. Le premier, c'est que le maire aime bien avoir la main sur les permis qui sont accordés dans sa commune. C'est une façon de sentir ce pouvoir local qui est le propre du maire. L'autre, c'est que ces permis, lorsqu'ils sont transférés à l'EPCI, ont un supplément de procédure. Lorsque l'EPCI veut accorder le permis, il est obligé de demander son avis au maire. Vous comprenez bien que cela ralentit la décision et ne la rend pas plus efficace. Alors l'intérêt de transférer est d'avoir précisément des services compétents à l'EPCI, quelqu'un qui s'y connaît en urbanisme, et qui malgré tout explique la situation au maire avant d'accorder le permis. C'est une bonne situation, mais la chose ne se répand pas beaucoup en ce moment. La question de l'octroi du permis et de l'instruction, on le voit, est donc séparée. L'octroi du permis ne veut pas nécessairement dire instruction du permis. Dans les petites communes, je viens de le dire, cela coûte cher. Et certaines ne bénéficient pas des services de l'établissement public de coopération intercommunale. Le Code prévoit cela. L'article R 423-15 prévoit que les communes peuvent charger un EPCI, une autre collectivité, ou même un groupement de collectivités, par exemple un parc naturel, ou même une agence départementale, d'instruire le permis à sa place. Ce n'est pas la commune qui perd le pouvoir, c'est la commune qui demande une aide technique pour instruire le permis, comparer, en quelque sorte, le permis tel qu'il est demandé avec le droit de l'urbanisme applicable. L'article L 422-8 prévoit que l'État peut aussi gratuitement instruire le permis pour les communes de moins de 10 000 habitants qui ne sont pas dans un EPCI de plus de 10 000 habitants. 34 000 communes étaient dans ce cas en 2003. Cela est voué à baisser, notamment avec l'évolution des établissements publics de coopération intercommunale. Cela se fait de moins en moins, mais on voit bien le poids que l'État avait dans l'octroi des permis dans les petites communes jusque-là. Un petit point maintenant sur l'impartialité des personnes délivrant le permis.
Pour la personne accordant le permis, il ne faut pas oublier qu'il existe tout un droit pénal qui s'attache au droit des autorisations d'urbanisme, et notamment, le maire ne peut pas s'accorder de permis à lui-même, à sa famille ou à des collatéraux. Il y a de la part du juge administratif une annulation des permis qui sont octroyés dans ce genre de cas-là sans anticiper sur les éventuelles suites pénales qui peuvent être données. Tous les ans, certains maires se font condamner au pénal pour s'être favorisés ou avoir favorisé des gens de leur famille, même si ça n'est pas non plus une pratique si courante que cela. Il y a là des conflits d'intérêts contre lesquels il faut lutter. Alors précisément, si le maire est en cause, si le maire est le demandeur du permis, que va-t-il se passer? Eh bien, le principe est que le conseil municipal va devoir confier la signature du permis à l'un de ses adjoints. Si cette procédure n'est pas suivie, s'il n'y a pas de vote du conseil municipal, l'autorisation d'urbanisme peut être annulée pour incompétence de son auteur. C'est ce qu'a confirmé le Conseil d'État de manière classique au fond, dans un arrêt du 31 juillet 1996, commune de Courplay, C-O-U-R-P-L-A-Y. Conseil d'État, 31 juillet 1996, commune de Courplay, C-O-U-R-P-L-A-Y, numéro 116 500. L'infraction, encore une fois, est lourde, c'est à prise illégale d'intérêt. Prise illégale d'intérêt de l'article 432-12 du Code pénal, qui est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. On voit que c'est assez dissuasif. Passons maintenant à un grand B, l'instruction de la demande. Grand B, l'instruction de la demande. Les articles L et R 423 et suivants sont extrêmement longs et nombreux. En fait, les articles R 423-quelque chose comprend 74 articles, de R 423-1 à R 423-74. Que contiennent ces articles nombreux? Ils contiennent tous les délais pour obtenir le permis après une demande. On voit que la réforme a voulu fixer les délais, les simplifier, réussir à avoir des délais prévisibles. Mais on voit que cela n'est pas du tout passé par une règle courte, lisible. C'est une règle complexe à mettre en œuvre. Cela conduit d'ailleurs toujours l'instruction des permis à se faire en 2 temps. Et cette complexité a été ce qui a justifié que, alors que le décret de la réforme des autorisations d'urbanisme date de janvier 2007, eh bien, la réforme ne s'est appliquée qu'en octobre 2007. La réforme a donc voulu que cette instruction se fasse en 2 temps. Dans un premier temps, il s'agit du premier mois suivant la date de la demande. La demande, la plupart du temps, se fait par un dépôt en mairie, et lorsque l'on dépose son dossier en mairie, la mairie vous donne un récépissé qui fixe une date de dépôt. Dans ce premier mois après la demande, l'administration va devoir regarder le dossier et voir l'ensemble des éléments du dossier qui peuvent augmenter le temps d'instruction. Immeubles recevant du public, immeubles de grande hauteur, autre chose qui oblige à demander leur avis à d'autres commissions. Tous ces éléments augmentent le délai d'instruction. Et dans le premier mois, tout demandeur recevra une lettre lui indiquant au bout de combien de temps le permis sera accordé tacitement, ou, pour les rares hypothèses où le permis n'est pas accordé tacitement, ou au bout de combien de temps le permis sera refusé tacitement. Après ce premier mois, l'administration aura enfin le temps de faire l'analyse du dossier et de demander leurs avis à l'ensemble des personnes qui doivent le donner lors de l'instruction de la demande. On va donc avoir un premier temps dans le premier mois après le dépôt, et puis ensuite le véritable délai. Que se passe-t-il si l'administration n'envoie pas cette lettre dans le premier mois? Eh bien, le délai reste le délai de droit commun. Et aucune extension ne peut être accordée. Au bout du délai de droit commun, le permis sera accordé tacitement dans ce genre de cas-là. La pratique antérieure voulait que l'administration, lorsqu'elle n'avait pas le temps de traiter les délais, demande des documents complémentaires, de manière à dire « Regardez, nous avons du retard parce qu'il nous manquait un document pour instruire
le permis. Ces hypothèses étaient faites uniquement pour gagner du temps et rallonger de manière inutile, au détriment du demandeur, le délai d'instruction du permis. La réforme de 2007 a supprimé cette hypothèse. Comment ? En faisant pour chaque permis une checklist. C'est comme ça que la réforme l'appelait par cet anglicisme. Une liste de cases à cocher. Pour le faire simplement, lorsque vous demandez un permis, eh bien, vous remplissez les quelques cases de demande de ce permis. Ça n'est pas très compliqué, vous le ferez ou l'avez fait en TD, vous pouvez regarder un dossier de permis de construire, c'est assez enfantin. Il faut présenter les choses de manière simple et d'autant que c'est l'architecte qui s'occupe de tout ce qui est éléments architecturaux lorsque on dépasse 150 mètres carrés. À cela s'ajoute une liste des documents supplémentaires à donner. Il suffit de respecter scrupuleusement cette liste pour que l'administration ne puisse absolument pas vous demander un document complémentaire qui repousserait le délai. En revanche, si vous oubliez un document, à ce moment-là, elle pourra suspendre le délai et vous demander de lui renvoyer le document pour qu'il soit relancé. Lorsque l'on parle de délai, il faut toujours d'abord parler du point de départ, puis parler de la fixation de ce délai. Quel est le point de départ du délai ? En matière d'urbanisme, avec le système de guichet unique, toutes les demandes de permis, quoi qu'il arrive, sont déposées en mairie, même si certains sont accordés par le préfet ou par d'autres autorités. À partir du moment où l'on pose le permis, on reçoit ce récépissé qui dit à quel jour et heure on a déposé le permis. Il suffit pour voir ce récépissé de regarder le formulaire CERFA de demande des permis de construire. Ce récépissé est très bien fait, et d'ailleurs il constitue un bon résumé du droit des autorisations d'urbanisme, puisqu'il explique la situation du premier mois et puis les délais de droit commun d'octroi des autorisations d'urbanisme. Dans bien des cas, ce récépissé sera même votre permis de construire lui-même, c'est-à-dire que c'est le récépissé qui, puisque le permis aura été accordé tacitement, fera objet de papiers prouvant que vous avez le permis de construire tacite. C'est ce récépissé, je l'ai dit, qui va enclencher le délai d'un mois, durant lequel l'administration va pouvoir augmenter le délai à cause d'autres considérations des articles que j'ai cités. Il y a malgré tout une dérogation à ce point de départ, parmi elles l'hypothèse où il y a une enquête publique sur le projet. Lorsqu'il y a enquête publique sur le projet, alors le point de départ est différé à celui de la réception du rapport du commissaire enquêteur. C'est notamment notable pour les grandes opérations d'aménagement. Alors, maintenant qu'on sait comment démarre ce délai, le point de départ du délai, quelle est la durée du délai ? Si vous savez compter jusqu'à 3, eh bien, vous devriez pouvoir vous souvenir des délais de droit commun du droit d'urbanisme. Le délai est de 1 mois, premier délai, pour les déclarations préalables, c'est-à-dire que lorsqu'au bout d'1 mois, l'administration ne vous a pas répondu après le dépôt du dossier de déclaration préalable, eh bien, c'est qu'il n'y a pas eu d'opposition à déclaration préalable et vous pouvez facilement enclencher les travaux ou attendre la fin des délais de recours pour le faire. 2, c'est 2 mois. 2 mois, c'est le délai applicable aux demandes de permis pour les maisons individuelles. Qu'est-ce que c'est qu'une maison individuelle ? Je ne vais pas m'y étendre maintenant. C'est une notion que l'on retrouve dans le Code de la construction et de l'habitation à l'article L231-1. 3, c'est 3 mois. C'est le délai applicable aux demandes de permis de construire pour les ouvrages collectifs et pour l'ensemble des permis d'aménager. 3 mois. Ces délais sont des délais francs. C'est-à-dire que l'ensemble des journées constituant le délai doivent être terminées. Ainsi, si vous posez votre permis dans la journée du 14 avril et que votre délai pour une déclaration préalable est de 1 mois, eh bien, on va commencer à computer le délai à partir du 15 avril et 1 mois donnera le 15 B. Pour s'en souvenir facilement, il faut se dire que un délai franc, c'est un délai plus 1 jour. Vous posez une journée, vous comptez les 30 jours, 14 avril, vous comptez l'ensemble des jours, 14 mai, et puis vous rajoutez le 15 mai, votre délai est échu. Alors, pourquoi ? Pour des raisons d'heures. Si vous posez le 14
eh bien votre délai d'un mois va être le 14, mais la journée ne sera pas complète. Donc, puisqu'on ne va pas calculer heure par heure, on se dit que la journée du 14 à 24 heures, le délai est échu. Or, le 14 à 24 heures pile, c'est le 15 à 0h00. Voilà pourquoi on dit que le délai franc, c'est le délai plus une journée. D'accord? En réalité, ces délais de principe, 1 mois, 2 mois, 3 mois, sont assez rarement les véritables délais d'octroi des permis. Il y a des dizaines d'hypothèses dans lesquelles ces délais de droit commun sont augmentés. On peut regrouper toutes ces augmentations en 4 principales hypothèses, 4 principaux groupes d'hypothèses. D'abord, il y a toutes les hypothèses dans lesquelles les délais de droit commun sont toujours augmentés d'1 mois. Et ce, en application de l'article R 423-24. 423-24 du Code de l'urbanisme. Cela regroupe 5 cas, notamment les 3 principaux qui sont: d'abord, lorsque l'autorisation d'urbanisme est soumise à des prescriptions ou à une autorisation prévue par une autre législation, c'est-à-dire une législation en dehors du Code de l'urbanisme, sauf les cas particuliers que nous verrons un peu plus tard. Deuxième cas, lorsqu'il y a une dérogation pour la construction de logements, pour la reconstruction ou pour l'accessibilité aux handicapés. Troisième cas, lorsque le projet est dans un site patrimonial remarquable ou dans les abords, attention, dans les abords d'un monument historique. Sur un monument historique, on verra que le délai est de 5 mois. Dans ces cas d'augmentation d'1 mois, on verra que on a le délai normal plus 1 mois, donc selon la construction, selon ce qui est demandé, on ajoute 1 mois. Mais ces permis, ces autorisations d'urbanisme, comprennent les autorisations externes. Cela signifie que les démarches sont simplifiées. On a plus de temps, 1 mois de plus, mais il y a des démarches qui sont intégrées directement dans les permis et autorisations d'urbanisme. Deuxième groupe d'hypothèses, c'est l'augmentation des délais issus de l'article R 423-25. L'augmentation de l'article R 423-25 est de 2 mois dans 6 cas, parmi lesquels les 4 plus importants sont d'abord quand il faut consulter une augmentation départementale ou régionale. On augmente donc de 2 mois. Quand il faut consulter le ministre de l'Agriculture pour les distances entre les exploitations agricoles et les habitations, augmentation de 2 mois. Quand il y a des dérogations aux règles du Code de la construction et de l'habitation, pour les ascenseurs ou pour la lutte contre les incendies, là encore 2 mois. Et puis, lorsqu'il y a une autorisation d'exploitation commerciale qui doit être demandée, alors on prend une nouvelle fois ces délais de droit commun, 1, 2, 3, et on les augmente de 2 mois. Troisième groupe d'hypothèses, les hypothèses dans lesquelles on va appliquer des délais spéciaux qui remplacent les délais de droit commun, 1, 2, 3 mois. Souvent, ces délais spéciaux sont dus au fait qu'une autre législation impose une instruction beaucoup plus longue. Ce délai, par exemple, est de 5 mois dans de nombreux cas. Dans les cas où il faut l'avis d'une commission nationale, dans les cas où il y a des permis dans des réserves naturelles, dans les cas où les permis portent sur un immeuble classé monument historique, attention à ne pas confondre les cas qui sont autour des monuments historiques, dans les abords des monuments historiques, auquel cas il y a une augmentation d'1 mois seulement, et les cas des travaux sur les monuments historiques, auquel cas le délai passe à 5 mois. Ensuite, c'est le cas aussi pour les immeubles de grande hauteur ou les immeubles recevant du public. Là encore, il y a de longues instructions. On remplace tous les délais par 5 mois. Et puis les cas de construction dans un parc national. Le délai est aussi de 5, 7 ou 9 mois selon les cas pour les défrichements, selon les personnes à consulter. Là encore, c'est le troisième groupe d'hypothèses où l'on va remplacer les délais de droit commun, 1, 2, 3 mois, par ces délais de 5, 7 ou 9 mois selon les cas. On a même un délai de 10 mois qui remplace le délai de droit commun pour les permis qui demandent l'avis du ministre de la Défense ou de l'Aviation civile lorsqu'on attend une autorisation environnementale sur une installation qui demande un grave danger. Voilà pour le troisième groupe d'hypothèses. Quatrième groupe d'hypothèses, ce sont les augmentations de ces délais de manière exceptionnelle. On va les retrouver aux articles R 423 34 à 37, R 423 34 à 37, et cela concerne aussi bien des augmentations des délais classiques que les délais spéciaux que nous venons de voir.
Ces articles prévoient notamment une prolongation de 3 mois pour défrichement, une prolongation de 2 mois pour les immeubles dans un site patrimonial remarquable ou aux abords d'un monument historique, mais dans les cas où il y a désaccord entre la mairie et l'architecte des bâtiments de France, et puis une prolongation, par exemple, encore une fois, de 5 mois, s'il y a un refus de la commission pour ouvrir un cinéma ou une surface de commerce. Ce sont là des principaux exemples, il y en a d'autres, des détails. Je ne les reprends pas tous, on ne va pas lire ensemble l'intégralité du code de l'urbanisme. Lorsque ces permis sont donnés, il y a aussi des consultations qui sont exigées lors de l'instruction. Il y a une volonté du législateur de diminuer les problèmes de l'indépendance des législations, vous savez, ce principe que l'on a vu au début du cours. On a donc de plus en plus d'hypothèses où on va prendre en compte les législations extérieures au moment d'octroyer les autorisations d'urbanisme. C'est ce qui justifie d'ailleurs, en partie, l'allongement des délais tels que nous venons de les voir. Pour être concret, cela veut dire que quand on fait par exemple une demande de permis à l'administration, elle va devoir en même temps consulter d'autres organes, d'autres organismes, au titre d'autres législations. C'est la mairie elle-même qui va envoyer un exemplaire de la demande de permis, les documents complémentaires aussi, à ces autorités pour qu'elles donnent leur avis. D'ailleurs, selon le type de construction demandée, il va falloir fournir des documents supplémentaires qui sont prévus dans le code de l'urbanisme. Par exemple, si on demande un permis pour un établissement recevant du public, il va falloir fournir un exemplaire supplémentaire de la demande de permis qui va être transféré aux pompiers et cette demande de permis va contenir d'autres informations de manière à ce que les pompiers vérifient si la largeur des évacuations sont suffisantes, si les mesures de sécurité qui doivent être prises sont suffisantes. Ils peuvent alors donner un avis négatif au maire qui va alors refuser le permis comme ne correspondant pas aux règles sur les immeubles recevant du public. Dans certains cas, le permis va remplacer l'autorisation, mais c'est parfois l'inverse. C'est parfois l'autorisation externe qui va valoir permis de construire. C'est par exemple le cas lorsque l'on demande un permis de construire sur un monument historique. Dans ce cas-là, ce n'est pas le maire qui va donner le permis de construire, c'est l'architecte des bâtiments de France qui va envoyer un document d'accord valant permis de construire. La demande va aussi être un peu différente selon l'autorisation. Le contenu des demandes de permis sont souvent précisés aux articles A du Code de l'urbanisme. On en a encore peu parlé. Ces articles ne sont pas des articles pris par décret qui prennent un R comme lettre, mais des articles pris par arrêté ministériel. Ces articles A sont souvent très techniques et précisément viennent donner le contenu à avoir aux différents permis, aux différents documents prévus par le Code. Concernant les autorisations, on va retrouver ce contenu aux articles R431.1 à 37, mais aussi aux articles A424.9 et A431.1 à 11. Cependant, cela ne pose pas de difficulté pour les administrés, puisque ces différentes dispositions ont toutes été transformées dans des documents CERFA, dans ces fameux formulaires créés par l'organisme CERFA. Ils sont très divers, ils sont faciles à trouver sur Internet. Si vous mettez demande de permis de construire, demande de permis d'aménager, déclaration préalable, vous allez voir que les formulaires CERFA sont très bien faits et dans la pratique, on n'a jamais recours directement à ces articles A du Code de l'urbanisme. On se réfère en réalité aux formulaires CERFA qui suffisent bien et qui évoluent au fur et à mesure que la législation évolue, c'est-à-dire que les articles A eux-mêmes sont modifiés.